Le programme officiel de l'UE10 Comptabilité approfondie met un accent particulier sur les stocks, mais aussi une emphase sur les quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez peut-être, les installations et usines qui opèrent sur le territoire de l'Union européenne, mais aussi en France, ont l'obligation de respecter des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qui entraîne des conséquences comptables en termes d'évaluation, mais aussi de comptabilisation de ces quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Et on le verra donc dans cette vidéo. Alors, si tu es prêt, c'est parti! Donc, on va commencer par revenir un peu sur les compétences attendues par le programme du DCG UE10 Comptabilité approfondie. Premièrement, il faut être à même de comprendre les règles d'inscription à l'actif de tout ce qui rentre dans la catégorie stock. Deuxièmement, être à même d'évaluer et de comptabiliser les opérations portant sur les stocks. Troisièmement, comprendre l'impact sur la présentation des comptes, sur le bilan, sur le compte de résultats. Et puis, en dernière position, être à même de documenter suffisamment l'annexe pour tout ce qui est relatif au stock. Premièrement, on va commencer par définir qu'est-ce qu'on appelle un stock. C'est un actif qui va être détenu pour être vendu dans le cours normal de l'activité de l'entreprise. Si on est en présence d'une entreprise commerciale, par exemple, elle va détenir ce qu'on appelle des stocks de marchandises, c'est-à-dire des éléments qu'elle va acheter et revendre en l'état, qui ne vont pas subir une transformation. Si on est dans le cadre d'une entreprise industrielle, elle va acquérir des biens, les transformer et au final de ce processus de transformation, on a des produits finis qu'elle va mettre donc sur le marché. Ces produits finis font partie également des stocks. Deuxième catégorie de stocks, ce sera des encours de production pour une telle vente, pour les besoins de cut-off. En fin d'exercice, par exemple, au 31 décembre, lorsqu'on va faire la situation de ces stocks, il se trouvera qu'on en aura dans les chaînes de fabrication qui ne sont pas encore complètement aboutis et qui sont donc qualifiés d'encours de biens. Et enfin, les stocks sont des éléments d'actifs destinés à être consommés dans le cadre du processus de production, de prestation de services. Ce sera par exemple des stocks de matières premières, des stocks de fournitures, des consommables, des pièces de rechange, qui vont donc être utilisés afin d'obtenir au final des produits finis à vendre aux clients. Alors, qu'est-ce qui rend le coût d'acquisition des stocks, notamment des stocks achetés? On aura le prix d'achat net des réductions commerciales et escomptes, on aura les droits de douane et les taxes non récupérables, on aura les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition donc de ces stocks et enfin les coûts d'emprunt lorsque le stock a nécessité une longue période de préparation et de ce fait est éligible à l'incorporation des coûts d'emprunt. Alors pour plus de détails sur les coûts d'emprunt, vous pouvez revenir sur la vidéo sur les immobilisations corporelles dans lequel une partie a été consacrée à la détermination des coûts d'emprunt et à leur incorporation dans le coût final des actifs qui ont été financés par le biais d'un emprunt et qui sont éligibles à l'incorporation des coûts d'emprunt. Alors, pour les stocks qui sont fabriqués, on ne parlera pas de coût d'achat, mais de coût de production. Le premier élément qui rentrera dans le coût de production sera la consommation des matières et des fournitures. Supposons qu'une entreprise, par exemple, produit, par exemple, de la bière qu'elle va mettre sur le marché. Cette bière va nécessiter qu'au départ, elle achète des intrants. Elle va acheter du malt, du houblon, du grist de maïs par exemple. Ces éléments devront vont subir un processus donc, de transformation. Le coût de ces matières premières qui sont donc consommées font partie de la consommation des matières premières fournitures. Deuxièmement, on aura les frais directs de production. Ça veut dire des frais qui peuvent être directement rattachés au produit pour lequel on voudrait estimer, évaluer le coût de production. Ce sera par exemple la main d'œuvre, c'est-à-dire le personnel qui a travaillé qui est affecté en fait à la production, à la fabrication de ce produit-là. Leurs revenus, leurs salaires, leurs heures supplémentaires feront donc partie du coût de production finale. Et enfin, on aura des charges indirectes de production. Ce sera par exemple l'amortissement du bâtiment qui va être utilisé au niveau de l'usine pour fabriquer différents produits. Donc lorsqu'on a des charges qui vont se rapporter à plusieurs produits distincts, pour pouvoir repartir ces charges qui sont dites charges indirectes à chacun des produits qui sont donc fabriqués, on va en fait passer par une méthode, n'est-ce pas, de détermination, de repartition de ces charges indirectes avec des clés
de répartition et par le biais du nombre d'unités d'œuvres consommées pour chacun des produits fabriqués, on aura donc des charges indirectes qui pourront être ainsi reparties. Donc le coût de production comporte ces trois catégories, les consommations de matière, les frais directs et puis les charges indirectes. Maintenant, attention, lorsque on est en dessous de la capacité normale de production, c'est important de ne pas intégrer dans le coût de production, n'est-ce pas, des produits qui sont fabriqués, les coûts liés à la sous-activité. Supposons que vous avez une usine qui a une capacité normale de 100 000, une production de 100 000, c'est pas moi, 100 000 tonnes en termes de volume, et que du fait de la baisse de la demande sur le marché, on soit en dessous des 100 000, par exemple 80 000, ce ne serait pas normal, n'est-ce pas, d'incorporer ou alors d'affecter au coût de production l'intégralité des charges fixes. On sait que les charges fixes resteraient fixes quel que soit le volume de production et vont évoluer par palier. Alors ce serait pas correct de repartir l'intégralité de ces charges fixes sur le coût de production de chacun de nos produits. Sinon, en période de sous-activité, on va aller à une sorte d'inflation du coût de production unitaire et le bilan sera complètement biaisé. Donc faire attention à la sous-activité, ça c'est pour les besoins de la comptabilité analytique notamment, faire attention à la sous-activité de manière à déterminer le coût unitaire de production sur la base d'une capacité normale de production. Maintenant, quelles sont les méthodes d'évaluation admises par le plan comptable général français pour pouvoir évaluer les stocks qui sont fongibles, c'est-à-dire les stocks qui sont interchangeables, qui ne sont pas identifiables unité par unité? Il y a 4 méthodes qui sont donc acceptées, n'est-ce pas, par le plan comptable, par le PCG. La première méthode, c'est le coût unitaire moyen pondéré. Pour plus d'informations sur cette méthode, vous pouvez faire des recherches en ligne pour savoir comment calculer un coût unitaire moyen pondéré. Pas bien compliqué. Je pense même qu'au niveau de l'UE d'introduction à la comptabilité, on vous explique comment déterminer ce coût unitaire moyen pondéré. C'est pas bien compliqué de déterminer ce coût unitaire moyen pondéré. Donc c'est une méthode qui est admise par le PCG. Deuxièmement, il y a la méthode du first in, first out, premier entrée, premier sorti. Les premiers éléments donc qui sont entrés en stock sont ceux qui vont être consommés en premier. Donc ça c'est théoriquement ce qui correspond à la méthode du FIFO. Et puis troisièmement, on aura le prix de détail, c'est une méthode également qui correspond à prendre le prix de vente, n'est-ce pas, au niveau du magasin. On applique ça beaucoup plus dans les supermarchés, dans les hypermarchés, où on a un nombre de produits tels que ce serait compliqué de mettre en œuvre une méthodologie de détermination des coûts de chacun des produits. On a des millions de produits qui sont donc vendus en magasin, sinon des milliers. Donc ce serait vraiment compliqué d'obtenir un coût de production produit par produit. De ce fait, il est admis, n'est-ce pas, qu'on prenne un prix de détail et qu'on déduise, n'est-ce pas, la marge dégagée, la marge pratiquée, n'est-ce pas, sur le rayon, sur le rayon par exemple, et qu'on déduise également les frais de distribution pour obtenir ce qui correspondrait à un coût, n'est-ce pas, à un coût de revient de ce produit-là. Et enfin, on a la méthode des coûts standards qui est appliquée pour des raisons pratiques, parce que ce serait compliqué tous les mois, toutes les semaines, par exemple, de calculer pour une entreprise industrielle ses coûts de production réels. Donc, il est admis qu'une entreprise calcule, n'est-ce pas, ses coûts, par exemple, en fin de période et utilise ces coûts de production là pour valoriser les productions qui sont faites sur l'année N+1. Donc, voilà 4 méthodes qui sont admises par le plan comptable général. Maintenant, en fin d'exercice, les stocks on va comptabiliser une dépréciation si la valeur actuelle du stock, on sait que la valeur actuelle c'est la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage, on va en fait tenir compte de la probabilité de vente de nos stocks. Alors si on a des stocks qui probablement seront invendus, alors vont être vendus à un prix de négociation finale qui sera inférieur au coût de revient, il va de soi qu'on va comptabiliser une dépréciation. Donc si la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable. En prenant un exemple, vous avez comme ça un stock qui vaut 100 000 euros ou alors qui vaut 100 euros, n'est-ce pas, par exemple dans votre stock, dans votre magasin, pardon, en fin de période au 31 décembre N. Et puis, il est question donc de se demander, est-ce que sur le mois de janvier, sur le mois de février, je vais vendre ce stock qui vaut 100 euros? Alors, s'il est probable que la vente ne se fera qu'à un prix inférieur à ce coût de revient, par exemple, sera vendu à 80 euros,
il serait approprié de comptabiliser une dépréciation à la hauteur, n'est-ce pas, de la différence entre les deux valeurs, 100 euros moins 80 euros. On aura donc une dépréciation de 20 euros qui devra être comptabilisée. Donc la dépréciation est comptabilisée lorsque on se rend compte que la valeur actuelle, la valeur probable de négociation, la valeur probable de vente de ce que nous avons en stock est inférieure à son coût de revient. Parlons maintenant des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, suite à la signature du protocole de Kyoto enfin, je me rappelle plus l'année, l'Union européenne s'est engagée en 2005 à réduire comme ça l'impact écologique de l'activité des entreprises qui opèrent dans son environnement. Donc, l'idée, c'est d'aboutir sur du long terme à une réduction significative de l'émission des gaz à effet de serre pour éviter justement que cette couche d'ozone soit détruite et que on assiste continuellement à ce réchauffement climatique qui est une réalité. Donc, il y a un engagement effectif en termes de réduction donc d'émissions de gaz à effet de serre. Et comme ça, d'année en année, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre autorisé par l'Union européenne est en train de se rétrécir et les entreprises devraient donc les respecter dans le cadre de leur activité. Donc, comment cela fonctionne? Et c'est important ici de comprendre le mécanisme pour comprendre également la conséquence comptable de cela. Donc, chaque pays de l'Union européenne va donc va se voir attribuer un quota d'émissions à ne pas dépasser. Supposons que la France a donc, par exemple, 10 millions de quotas. Il faut dire ici que lorsqu'on parle d'un quota, un quota est équivalent à une tonne de CO2. Donc, si la France a, par exemple, disons comme ça, 10 millions de quotas, ça veut dire que les entreprises qui sont sur son territoire ne devraient pas émettre au-delà de 10 millions de tonnes de CO2. Alors, ce plafond va être reparti à chacune des entreprises sur le territoire donc français. Ainsi, l'usine A, alors qui fabrique par exemple des chaussures, va se voir attribuer par exemple 10 000 quotas pour son activité, ce qui signifie que elle ne devait pas émettre plus de 10 000 tonnes de CO2. Alors, il y a un équilibre ici à respecter. Vous voyez d'ailleurs cette balance, n'est-ce pas? Il y a un équilibre ici qu'il faut comprendre. Les quotas d'émissions qui devront être restitués à l'État, si vous recevez 100, un quota de 100 par exemple en début d'année, il faut qu'à la fin de l'année, vous restituez des quotas d'émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre à l'État. Il doit y avoir un équilibre entre cette restitution et les émissions réelles de gaz à effet de serre. Donc, notre entreprise qui fabrique des chaussures a reçu 10 000 quotas. Mais il se trouve que dans la réalité, elle a émis plus de 10 000 tonnes de CO2. Elle en a émis par exemple pour 11 000. Pour garder cet équilibre, elle doit restituer à l'État 11 000 quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Alors on va se demander où va-t-elle trouver les 1000 supplémentaires? Elle devra les acheter, les acquérir sur le marché. Un marché carbone, ça existe. Les entreprises qui vont émettre moins de CO2 auront des quotas disponibles qu'elles pourront vendre à des entreprises qui ont dépassé leur plafond d'émissions de CO2. Et il est important donc de comprendre cet équilibre pour savoir également qu'on peut se retrouver dans une situation où on achète des quotas ou dans une situation où on vend des quotas. Maintenant, les quotas d'émissions de gaz à effet de serre sont comptabilisés en stock. Pourquoi est-ce que c'est comptabilisé en stock? Parce que le coût d'acquisition de ces quotas est directement lié à l'activité de production. Les entreprises vont acquérir ces quotas. Pourquoi? Parce qu'elles veulent se mettre en conformité avec l'État pour ce qui est de la restitution des quotas d'émissions à l'État. Pourquoi est-ce qu'elles se mettent en conformité pour cela? Parce qu'elles ont une activité productive. C'est parce que c'est la production des biens, n'est-ce pas, des stocks qui nécessitent l'acquisition de ces quotas. Si vous regardez le PCG, il est clairement dit là-bas que les quotas sont des stocks de matières premières de valeur administrative. Donc, parce que c'est lié directement à l'activité de production, il est admis, l'autorité de normes comptables a donc défini un traitement qui voudrait que cela soit qualifié et soit traité comptablement comme étant des stocks. Maintenant, à la clôture, voilà deux situations qui vont se présenter. Première situation, je peux avoir émis de gaz à effet de serre supérieur au quota que j'ai reçu de l'État. Alors, à ce moment, il faut comptabiliser un passif parce que je serai dans l'obligation d'acquérir des quotas supplémentaires pour satisfaire à l'obligation de restituer à l'État un nombre de quotas équivalent aux émissions réelles de gaz à effet de serre. Donc, je comptabilise un passif parce que j'ai une obligation. Rappelez-vous, la définition d'un passif, c'est quoi? Une obligation actuelle née du passé
et qui va entraîner une sortie de ressources, probables ou alors certaines. Donc, un passif devra être comptabilisé si j'ai émis plus de CO2 que de quotas reçus de l'État. Et deuxième situation, si j'ai émis moins de CO2 que de quotas d'émissions reçus de l'État, je vais comptabiliser un actif parce que je peux potentiellement vendre ces quotas aux entreprises qui en ont besoin, ou alors je peux les garder et les utiliser sur les exercices suivants. C'est la raison pour laquelle je comptabilise un actif, parce que comme on l'a déjà vu sur d'autres vidéos, un actif va être un élément du patrimoine qui a une valeur positive et qui va être appelé à générer donc des avantages économiques futurs pour l'entreprise. C'est le cas ici pour les quotas qui n'auraient pas été utilisés. Voici un petit tableau que j'ai extrait de ce document proposition pour une comptabilisation en fonction des modèles économiques des entreprises de l'autorité des normes comptables. Je peux vous partager d'ailleurs le document, vous allez cliquer dans la description pour l'avoir. Donc, le PCG prévoit deux modèles économiques pour traduire comptablement tout ce qui est relatif au quota d'émissions de gaz à effet de serre. On aura le modèle de la production, c'est-à-dire là, c'est les entreprises qui sont donc appelées à acquérir, n'est-ce pas, des quotas et à les restituer parce que leur activité productive entraîne des émissions de CO2. Donc là, le modèle économique ici de la production, on va se mettre en conformité parce que notre activité va nécessiter qu'on émette du CO2 ou alors des gaz à effet de serre. Deuxième modèle économique, c'est le modèle de la négoce. Mon entreprise ne génère, ne produit pas, ne dégage pas de gaz à effet de serre, mais je vais acheter des quotas et les revendre à des fins spéculatives pour juste gagner de l'argent. Donc, voilà les deux modèles économiques qui existent. Alors, comment cela se traduit? Les achats, je vais acheter donc ici, dans le modèle de la production, des quotas parce que cela m'est imposé, je n'ai pas de choix et c'est lié à mon activité de production. Dans le deuxième modèle économique, l'achat est volontaire. Je le fais parce que je veux gagner juste de l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'activité de production. La finalité de l'achat ici, c'est pour se mettre en conformité avec cette obligation réglementaire. Ici, la finalité dans le modèle de la négoce, c'est de dégager tout simplement des plus-values. C'est pour gagner de l'argent, c'est pour faire des profits. L'effet de l'achat d'un modèle de la production, c'est de figer le coût de production et d'assurer la conformité à cette obligation étatique. Et dans le deuxième modèle, je veux juste dégager une marge. Ici, je restitue des quotas à l'État dans l'activité de production, c'est obligatoire, je n'ai pas de choix. Je dois fournir la preuve de ma conformité à cette obligation de restituer un nombre de quotas identique aux émissions réelles de CO2. Dans le modèle de la négo, je n'ai rien à restituer à l'État. Donc, c'est juste pour résumer ce qu'on s'est dit jusqu'ici. Voyons maintenant le dossier 2. À l'examen 2017, on avait eu un cas de quota d'émissions de gaz à effet de serre. On passe en revue ce dossier pour être sûr qu'on a bien cerné le traitement requis des gaz à effet de serre. Donc là, c'est la société Duralutech qui procède à l'achat de quotas d'émissions pour couvrir ses besoins liés aux émissions de gaz à effet de serre, vont aussi occasionnellement des quotas afin d'optimiser les coûts de production de profilés d'aluminium. Les stocks de quotas sont valorisés selon la méthode du first in, first out. Travail à faire à l'aide des annexes 3 et 4. Rappeler la définition d'un stock dans le règlement ANC. Préciser pourquoi les quotas d'émission sont considérés comme du stock. Vous voyez qu'à l'examen, il n'y a pas que du calcul et puis des écritures à passer au journal. Il y a des questions sur les concepts. C'est pourquoi c'est important de bien comprendre les concepts et c'est ce que je dis toujours. Bien comprendre les concepts. Si vous comprenez très bien les définitions, c'est pas juste faire du bachotage. Comprendre vraiment, comprendre de manière claire, avec beaucoup de clarté ces concepts, vous aidera beaucoup. Donc, maintenant, selon quel modèle économique la société Duralutech doit-elle gérer ses quotas d'émissions de gaz à effet de serre? Justifier votre réponse, procéder aux enregistrements comptables des opérations réalisées au cours de l'exercice et préciser le traitement comptable relatif à l'attribution gratuite des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Les écritures de clôture ne sont pas attendues. Rappelez la définition d'un passif selon le règlement ANC. Vérifier que les éléments relatifs au coût des quotas à acquérir remplissent les conditions de comptabilisation à titre de passif, procéder au suivi de la comptabilité matière pour les quotas d'émissions de gaz à effet de serre en déterminant le stock final et effectuer les enregistrements nécessaires au 31/12/2016. Voici donc les annexes. On en a deux. Premièrement, l'annexe 3 qui présente donc les informations sur les quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est pas nécessaire de relire tout ça. Et puis, on a l'annexe 4 qui est un extrait du plan de compte de la société Duralutech. Alors, comme d'habitude, faites déjà l'exercice. Vous mettez la vidéo en pause, vous faites l'exercice. Et puis, vous revenez, on regarde la solution ensemble. Vous faites l'exercice sans regarder la solution. Ça vous permettra d'être vraiment préparé aux conditions d'examen. Donc, la définition d'un stock selon le règlement de l'ANC. Alors, qu'est-ce qu'un stock?
On sait très bien, et ça on l'a rappelé en début de cette vidéo, c'est un actif détenu qui va être vendu dans le coût normal de l'activité, va être en coût de production, ou alors va être destiné à être consommé dans le processus de production de prestation de services. Donc si vous rappelez ces trois éléments principaux dans votre définition, voilà, ce sera une très bonne chose. Maintenant, précisez pourquoi les quotas d'émissions de gaz à effet de serre sont considérés comme du stock. Comme on l'a vu, c'est lié à l'activité productive, c'est une matière première de nature administrative, même si c'est quelque chose d'immatériel, c'est lié vraiment à l'activité de production. C'est pourquoi l'autorité des normes comptables a retenu la qualification de stock, n'est-ce pas, pour comptabiliser les quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, troisième question ici, selon quel modèle économique la société doit-elle gérer, la société Duralutech doit-elle gérer ses quotas d'émissions de gaz à effet de serre? Justifiez votre réponse. Comme on l'a vu, elle a une activité productive, n'est-ce pas? Elle n'acquiert pas ses quotas à des fins de spéculation. Hein? Donc vous allez, ici, il était attendu du candidat qu'il le précise, qu'il indique tout simplement que le modèle économique de la société Duralutech, ici, c'est le modèle c'est le modèle de la production, voilà. Maintenant, procéder aux enregistrements comptables des opérations réalisées au cours de l'exercice 2016 et préciser le traitement comptable relatif à l'attribution gratuite de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est lié à l'annexe 3. Dans cette annexe, vous allez voir que il est question ici, premièrement, d'attribution gratuite par l'État de quotas de CO2 de 200, mais la valeur, quand une attribution est faite gratuitement, la valeur, elle est 0. Donc, du coup, qu'est-ce que le plan comptable général dit? Il dit ces quotas gratuitement obtenus de l'État doivent être comptabilisés en stock, mais pour une valeur nulle. Donc, étant donné que dans le système comptable, on passera par une écriture avec valeur 0, donc pour cette ligne, il n'y a rien à faire. Maintenant, le 31/3/2016, on achète des quotas, sans doute parce que, eh bien, on doit remplir cette obligation de restituer un nombre de quotas identiques à ce qu'on a réellement émis. Donc, elle achète 1850 quotas pour 16 650. Alors, les quotas pardon, étant des stocks de nature administrative, on va donc les comptabiliser comme étant des achats, n'est-ce pas, de matières premières sur un sous-compte distinct, bien entendu. C'est ce que nous avons ici. Donc, on va débiter un compte 60, achat quota 16 650 contrepartie de la banque. Et puis, pour la deuxième acquisition faite le 39 pour une valeur de 21 000, c'est le même scénario. Et le 8/12, on a une vente occasionnelle de quotas. On va donc comptabiliser un produit, on va dire un produit annexe là. On a le 708 pour 1700, pour une valeur de 1700. Maintenant, émission de gaz effective. On a émis finalement 4000, nombre de tonnes de CO2 émis sur l'année 2016, 4600, avec un coût du quota de 20. Alors, la comparaison entre le nombre de CO2 émis 4600 et le nombre de CO2 reçus, n'est-ce pas, au titre de quota en début d'année va nous permettre de savoir s'il faut comptabiliser un actif ou un passif. C'est pourquoi on a donc cette autre question. Rappelez la définition du passif selon le règlement ANC 2014 et vérifier que les éléments relatifs au coût des quotas acquéris au titre des émissions de gaz à effet de serre remplissent les conditions de comptabilisation à titre de passif. Un passif, c'est quoi? Un élément du patrimoine et une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité dont il est probable pour certains qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie ou moins équivalente. Alors, les trois éléments à la définition à inclure ici, c'est que c'est une obligation. Ça, c'est absolument important de faire figurer dans votre réponse. Une obligation qui entraîne une sortie de ressources. Ça, c'est un deuxième élément important de la définition et qui n'a pas de contrepartie équivalente. Donc, dans le cas d'espèce, est-ce qu'on va comptabiliser un passif? Est-ce que les conditions sont remplies pour qu'un passif soit comptabilisé? Nous disons oui, parce que les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures au quota d'émissions détenues ou alors obtenues de l'État en début d'année. Donc, il faudra comptabiliser un passif qui sera le coût des quotas qu'il est nécessaire d'acquérir pour satisfaire l'obligation réglementaire. Donc, on avait un nombre de tonnes émises de 4600. On avait un nombre de tonnes émises de 4600. Alors que on a acquis 1850 et 2100, si vous faites la somme, on est à combien? Si vous faites la somme, donc on a produit pour 4600
Alors que si vous regardez le nombre de quotas détenus par l'entreprise, nous serons à, on avait un stock initial de 300, on ajoute les 200 obtenus de l'État, on ajoute les 1850 achetés, on ajoute également les 2100 achetés, on déduit les 100 vendus, ça fait un stock disponible de 4350, pourtant nous avons produit pour 4600. Donc il y a un gap de 250, voilà, de 250 qu'il faut acquérir, 250 qu'il faut acquérir au prix de 20. Donc il faudra comptabiliser un passif pour 5000, voilà. Il faudra comptabiliser un passif pour 5000, c'est ce qui est constaté ici à travers cette écriture, n'est-ce pas? Comptabiliser un passif de 5000 en créditant le compte 449 à le débit du compte achat stocké quota. Hein. Il faut constater ce passif qui est représentatif de l'obligation d'acheter des quotas supplémentaires pour satisfaire eh bien, nos obligations de conformité réglementaire. Alors, il était question de procéder au suivi de la comptabilité matière pour les quotas en déterminant le stock final et enregistrer et faire les enregistrements nécessaires au 31/12/2016. On annule dans le stock initial ici et on constate ici l'achat, n'est-ce pas? L'achat nécessaire de quotas pour eh bien être en règle avec l'administration, avec l'État sur le respect de cet équilibre dont on a parlé un peu plus haut. Alors merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui veulent la fiche de synthèse pour reviser les stocks, reviser les quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il y a un lien dans la description. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et garantir ainsi leur succès à l'examen, cliquez sur le lien réussir à l'examen de DCG. Vous bénéficierez d'un coaching personnalisé qui va vous garantir le succès à l'examen. On verra ensemble les astuces pour performer à l'examen. On va également revenir sur vos points de lacune afin que vous puissiez avoir votre examen cette année. Pour le reste, je vous dis à très bientôt dans une vidéo de la série Décrochons l'UE de comptabilité approfondie.